Un phénomène étrange se produit dans notre culture moderne. Jamais nous n'avons eu autant d'accès au divertissement, autant d'endroits où nous sentir appartenir, autant d'options pour fuir notre stress. On nous les vend comme des échappatoires, des terrains de jeu pour l'esprit adulte. Mais si Carl Jung était encore parmi nous, il dirait probablement « Ce ne sont pas des échappatoires, ce sont des pièges, des lieux où la psyché humaine n'est pas nourrie, mais fracturée. Car au fond, nous réprimons tous une ombre, une partie de nous-mêmes qu'on nous apprend à ignorer. Et ces endroits sont conçus pour nous empêcher de jamais la regarder en face. La vraie question est la suivante. Et si les environnements où nous cherchons la joie, la confiance ou la connexion nourrissaient en réalité notre ego, affamaient notre âme et nous maintenaient dans un état de mal-être mental? Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous montrer comment ces 5 environnements séduisants ne sont pas seulement néfastes pour votre santé mentale, mais qu'ils vont à l'encontre de ce dont un moi sain et intégré a besoin pour s'épanouir. Commençons par celui que tout le monde glorifie, mais que personne ne remet en question. Il est tard, la musique bat son plein, tout le monde est sur son 31. Les lumières clignotent. Vous entrez et, soudain, vous êtes quelqu'un, vous comptez. Du moins, c'est l'impression que cela donne. Mais Jung dirait, ce n'est pas vous, c'est une performance, un personnage. Les boîtes de nuit sont des usines à illusions. Elles récompensent les apparences, pas l'authenticité. Elles créent une hiérarchie basée sur la beauté, le statut, l'argent et l'attrait sexuel. Il ne s'agit pas de connexion, mais de compétition, d'être vu, pas d'être vraiment connu. Dans cet espace, votre ombre, votre moi réel, brut et blessé, n'a pas sa place. Personne ne parle de peur, de traumatisme ou de solitude en boîte de nuit. La vulnérabilité n'a rien de séduisant sous les lumières stroboscopiques. Alors que faisons-nous? Nous réprimons, nous buvons, nous dansons pour oublier. Nous simulons la confiance pendant que notre enfant intérieur supplie d'être entendu. Et c'est épuisant, car vous repartez peut-être en vous sentant plus déconnecté qu'à votre arrivée. C'est le paradoxe. Vous y allez pour vous sentir vivant, mais vous rentrez chez vous encore plus vide. Et cela ne concerne pas seulement les boîtes de nuit. C'est une culture qui confond la dopamine avec la joie, la popularité avec la valeur et l'évasion avec la guérison. C'est vendredi soir, la semaine de travail est terminée, le stress est à son comble. Alors où allons-nous? Au bar du coin, ce pub chaleureux, un endroit à la lumière tamisée, assez bruyant pour noyer les pensées, et rempli de soulagement liquide. Ces lieux portent le masque de la chaleur et de la communauté. Les amis se retrouvent, les rires fusent autour des tables, les verres s'entrechoquent, et nous trinquons pour oublier la semaine. Mais en réalité, nous faisons taire cette partie de nous-mêmes qui demande à être écoutée. Carl Jung parlait souvent du danger d'éviter l'introspection. Dans son langage, il s'agit de l'ombre, cette partie de la psyché qui contient tout ce que nous rejetons de nous-mêmes. Quand nous saisissons constamment l'alcool dans des contextes sociaux, ce n'est pas pour nous détendre, mais pour réprimer, pour émousser les vérités qui nous taraudent. La culpabilité, l'agitation, la douleur que nous n'avons pas encore les outils pour traiter. Mais ces lieux encouragent l'évitement. Ils imposent un script social. Vous buvez, vous souriez, vous jouez un rôle. Il y a peu de place pour l'honnêteté, pour une véritable expression émotionnelle. On ne peut pas vraiment parler de ces peurs existentielles autour d'un shot de tequila. Alors, nous restons en surface, flottant dans des conversations superficielles et des euphoriques temporaires. Et voici le danger caché. Cela normalise la répression émotionnelle. Cela nous apprend que nous avons besoin de substance et de bavardage. Pas de silence, pas de soutien, pas d'introspection pour traverser les moments difficiles de la vie. Avec le temps, le corps commence à y croire. L'esprit apprend à dépendre de la bouteille plutôt que de la résilience intérieure. Et ce qui commence par quelques verres devient une croyance inconsciente que nous avons besoin de cela pour nous sentir bien. Le problème plus profond, c'est que dans ces environnements, l'âme s'affame. L'ego prospère, il devient plus bruyant, plus performatif. Mais l'âme qui aspire à du sens, à de la douceur, à une connexion véritable, s'éteint peu à peu. Et ce qui la remplace, c'est une boucle. Les mêmes endroits, les mêmes habitudes, les mêmes connexions superficielles, jusqu'à ce que la vie commence à sembler fade, tolérable, mais pas belle. Il ne s'agit pas de diaboliser l'alcool ou l'amitié.
Il s'agit de questionner le contexte. Le bar est-il un lieu de joie ou simplement un endroit socialement accepté pour fuir soi-même? Les casinos, quant à eux, sont des cathédrales de la compulsion, conçues pour brouiller le temps, déconnecter la pensée et dissoudre votre sens du contrôle. Pas d'horloge, pas de fenêtre, juste des lumières, des couleurs, des sonneries et la séduction du peut-être cette fois. C'est un cirque de dopamine. Chaque levier tiré, chaque carte retournée est conçu pour pirater le système de récompense de votre cerveau. Mais à un niveau psychologique, quelque chose de plus sinistre se produit. Quand vous jouez, vous remettez votre destin au hasard. Pas à l'effort, pas à l'intention, pas à la sagesse. Jung dirait que c'est une abdication totale du moi à l'archétype du fou, celui qui croit au raccourci, qui poursuit le fantasme au lieu de la vérité. Les casinos ne vous volent pas seulement votre argent, ils vous volent votre agency. Ils vous conditionnent à croire que la chance est plus importante que la maîtrise de soi, que le succès est aléatoire, que l'effort est vain. Et pour beaucoup, cela devient un schéma symbolique. Ils commencent à appliquer cette mentalité à la vie. Les relations, laissez au hasard. La santé, croisez les doigts. Le sens, peut-être qu'il arrivera un jour. Mais rien ne pousse dans le sol du chaos. Et c'est exactement ce dont les casinos se nourrissent. Votre volonté de vous déconnecter de l'ordre, de la réflexion, de la responsabilité personnelle. Pire encore, ces lieux attisent les flammes de l'ego. Gagner, c'est une validation, cela signifie que vous êtes meilleur que les autres à la table. Perdre devient une honte silencieuse, une punition, pas une leçon. Alors, les gens cachent leur douleur et continuent de jouer, piégés dans un cycle qui les déconnecte à la fois de la réalité et d'eux-mêmes. Jung avertissait que lorsque nous ignorons le langage symbolique de notre psyché, rêves, émotions, conflits intérieurs, nous projetons notre matériel non traité sur le monde. Et nulle part cette projection n'est plus flagrante que dans un casino. Les gens voient trop des motifs là où il n'y en a pas, du sens là où il n'y a que des mathématiques, de l'espoir là où il n'y a que l'avantage de la maison, et la maison gagne toujours. Ces trois premiers lieux, boîte de nuit, bar, casino, promettent connexion, soulagement et transformation. Mais ce qu'ils offrent, c'est de l'illusion, de la déconnexion et une inflation de l'ego. Ce sont des temples de l'oubli, pas du souvenir. Pourtant, ils ne sont pas les plus dangereux. Les deux suivants sont bien plus insidieux, plus socialement acceptés. Mais Jung dirait qu'ils sont encore plus toxiques pour votre vie intérieure, non pas parce qu'ils sont extrêmes, mais parce qu'ils ressemblent à la réussite. Les quartiers commerçants de luxe sont souvent admirés comme des symboles de raffinement, de goût, voire d'émancipation. Boutiques rutilantes, rues impeccables, vitrines qui ressemblent à des galeries d'art. Mais sous cette brillance se joue un puissant jeu psychologique, vous convainquant que votre valeur est quelque chose que vous pouvez acheter. Jung croyait que le danger de la société moderne réside dans la confusion entre le personnage, le masque que nous portons pour naviguer dans le monde, et le moi véritable. Et nulle part cette confusion n'est plus entretenue que dans les espaces de vente de luxe. Dans ces lieux, tout est question de projection. Les gens marchent un peu plus droit, parlent un peu plus bas. L'objectif n'est pas de ressentir, mais de paraître. Ainsi, un sac à 3 000 € devient moins une question de fonction qu'un symbole de statut. Un costume de créateur devient un costume pour l'ego, une manière de dire « Je suis plus que vous ». Mais voici le piège. Chaque objet acheté pour valider votre identité murmure silencieusement que vous n'étiez pas assez à la base. C'est une boucle sans fin d'insuffisance. Peu importe ce que vous possédez, il y a toujours une nouvelle collection, une marque plus tendance, une meilleure version de vous qui attend dans la boutique suivante. Et c'est là que cela devient dangereux pour votre santé mentale. Car plus nous essayons de construire un moi à travers des objets extérieurs, plus nous nous éloignons de celui intérieur, celui que Jung disait contenir notre véritable potentiel, notre âme. Les quartiers commerçants de luxe ne vendent pas seulement des vêtements ou des montres, ils vendent des personnalités, des archétypes. Ce parfum vous rend séduisant, ce manteau vous rend puissant, cette montre vous rend discipliné et admiré. Mais tout cela est enraciné dans le manque, une manipulation subtile qui dit que vous n'êtes pas assez sans cela. Alors, les gens arpentent ces sols de marbre non pas pour célébrer qui ils sont, mais pour trouver quelqu'un à devenir, ce qui signifie qu'ils n'arrivent jamais vraiment. Sur le plan spirituel, ces lieux sont des miroirs sans reflet.
Il vous montre qui vous pourriez être si seulement vous aviez plus d'argent, plus de style, plus de quelque chose que vous n'étiez jamais censé externaliser en premier lieu. Enfin, le dernier lieu pourrait être le plus trompeur de tous, car il ressemble à de l'amélioration personnelle. En apparence, une salle de sport est un endroit où vous devenez plus fort, plus sain. Mais entrez dans l'un de ces environnements hyper masculins, dominés par l'esthétique, la performance et la posture, et vous remarquerez quelque chose. L'énergie passe de la croissance à la domination. Jung croyait que le chemin vers la complétude passait par l'intégration, en rendant conscient l'inconscient. Mais dans ces espaces, l'ombre n'est pas accueillie, elle est écrasée, réprimée, transformée en carburant. Il n'y a pas de place pour la douceur, pas d'espace pour une présence émotionnelle. La vulnérabilité est taboue. Tout devient une question de chiffres, taille, symétrie, performance. Ce n'est pas une question de ressenti, mais d'apparence. Et cela crée une bataille dans l'esprit. Au lieu de faire de l'exercice pour vous connecter à votre corps, vous commencez à le faire pour le contrôler, pour le façonner en une image qui suscite l'admiration, la peur ou l'envie. La salle de sport hypermasculine ne nourrit pas la force. Elle construit une armure, une preuve physique que vous êtes invulnérable. Mais cette armure ne protège pas l'âme, elle l'enterre. Ce qui est tragique, c'est que beaucoup de personnes dans ces espaces souffrent profondément, luttant avec leur identité, leur traumatisme, leur rejet. Mais on leur a appris que la seule manière acceptable d'exprimer cette douleur est de soulever plus lourd, de paraître mieux, d'être plus dur. C'est une alchimie tragique, transformant les blessures émotionnelles en masse musculaire. Mais sans intégration émotionnelle, il n'y a pas de paix, seulement une quête sans fin. La prochaine répétition, le prochain record, la prochaine validation. Et c'est là que la santé mentale commence à s'éroder, car cette poursuite ne s'arrête jamais, et le silence intérieur devient plus assourdissant. Nous avons maintenant mis en lumière 5 lieux que Jung qualifierait d'hostiles à l'âme. Ils nous déconnectent de notre vie intérieure, récompensent l'illusion et nous maintiennent dans des cycles d'évitement et d'ego. Mais il y a une dernière couche. Pourquoi continuons-nous à retourner dans ces lieux, même en sachant qu'ils nous nuisent? Explorons maintenant ce que pourrait être un chemin jungien vers une véritable santé mentale. Un chemin qui ne demande pas la perfection, mais l'intégration. Restez avec moi, c'est là que les choses commencent à changer. Alors, pourquoi continuons-nous à y retourner, même quand nous savons que le bar nous laisse vide, que l'euphorie du shopping s'évanouit plus vite que la facture, que la salle de sport nous fait nous sentir plus comme une statue qu'une personne? Nous y retournons encore et encore. Pourquoi? Parce que ces lieux nourrissent quelque chose. Pas notre âme, mais notre personnage. Carl Jung décrivait le personnage comme le masque social que nous portons, la version de nous-mêmes qui respecte les règles, qui joue le jeu, qui obtient l'approbation. C'est utile, voire nécessaire par moments. Mais quand nous oublions que ce n'est qu'un masque, nous souffrons. Et voici la dure vérité. La plupart d'entre nous construisent leur vie autour de ce masque. Nous allons là où ce masque est célébré. Nous recherchons des environnements qui affirment le rôle que nous jouons. La fêtarde, le dur à cuire, le succès, l'avant-gardiste. Mais la psyché est sage, et avec le temps, elle commence à souffrir, à s'effondrer. La dépression, l'anxiété, l'épuisement professionnel ne sont pas des problèmes aléatoires. Ce sont souvent des signaux du moi profond qui nous appellent à revenir à l'authenticité. Jung croyait que la guérison ne vient pas en prétendant être plus parfait, mais en se tournant vers l'intérieur, en rencontrant son ombre, en écoutant les parties de soi qui se sentent indignes d'amour, honteuses, invisibles, non pas pour les réparer, mais pour les intégrer. Car lorsque vous commencez à intégrer l'ombre, quelque chose de puissant se produit. Le personnage perd son emprise. Vous n'avez plus besoin d'être la personne la plus cool à la fête. Vous n'avez plus besoin de porter votre salaire au poignet. Vous n'avez plus besoin d'écraser chaque entraînement pour prouver que vous êtes assez. Vous commencez à revenir à vous-même. Et avec cela, vos environnements commencent à changer aussi. Les espaces bruyants, dominés par l'ego, commencent à sembler étrangers, pas maléfiques, juste incompatibles, car ils prospèrent sur la fragmentation et vous recherchez la complétude. Vous ne détestez pas la boîte de nuit, vous n'en avez simplement plus besoin pour vous sentir valide. Vous ne ressentez pas de rancune envers la boutique de luxe, vous ne confondez simplement plus votre âme avec votre style. Et la salle de sport, vous y allez peut-être encore, mais vous bougez votre corps par amour.
pas par guerre. C'est le chemin jungien. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence. Pas d'éviter le monde, mais de le rencontrer avec conscience. Et si vous choisissez encore de fréquenter ces anciens lieux, ce sera depuis un endroit différent, plus calme, plus ancré. Mais ne soyez pas surpris si vous vous sentez déplacé. Ce n'est pas un échec, c'est le signe de la guérison. Car plus vous cessez de vous identifier au personnage, moins vous avez envie d'aller dans ces lieux, parfois même pas du tout. Si cela vous parle, si vous êtes quelqu'un qui a déjà quitté un endroit en se sentant plus déconnecté qu'à l'arrivée, vous n'êtes pas seul. Ces espaces sont bâtis sur l'illusion, et s'en réveiller fait partie du chemin vers la complétude. Alors, voici ma question pour vous. Vous est-il déjà arrivé de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, juste pour vous intégrer dans un lieu et de vous sentir épuisé après? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'aimerais découvrir votre expérience. Et si vous êtes quelqu'un qui valorise la vérité intérieure plutôt que le bruit extérieur, abonnez-vous à Sagesse Fractale. Nous sommes ici pour grandir, ressentir et nous éveiller.